Ouais, la Guadeloupe, c'est un endroit où il y a beaucoup de ressources, où on peut trouver diverses choses, beaucoup de talents dans beaucoup de domaines, dans le sport notamment, où tu vois des petits qui font du sport sous une chaleur abominable et ils n'ont pas besoin d'eau, tu vois. Tandis qu'en France, où c'est pas les mêmes choses, tu vois, c'est pas vraiment les... Et ça, moi, je respecte beaucoup parce que c'est pas des choses que j'ai pu faire en grandissant. Je les ai faites pendant les vacances avec mes cousins, jouer au foot, sans tordre les orteils, tu vois, mais là, c'est des trucs qu'on met pas assez en valeur, je trouve, de notre île. Ok, moi c'est Darrell Poirier. Aujourd'hui, je suis avec Guadaoux Gosier. J'ai 24 ans. Je suis dans ma 7e saison professionnelle. Aujourd'hui, je suis joueur de Madrid à l'Estudiantes. Actuellement, je suis blessé, rupture de tendon d'Achille en décembre dernier. Il me reste quelques mois avant de revenir sur les parquets, quoi. Alors de base, je jouais au foot. Je cavalais dans tous les sens, j'ai beaucoup d'énergie, etc. Et puis, comme j'ai grandi à Paris, dans la région parisienne, l'hiver c'était un peu corsé. J'ai décidé de me rediriger vers un autre sport. Avec ma taille, ça a été facile de choisir le basket, tout simplement. Alors, dès mes premiers instants au basket, j'ai regardé des joueurs comme Kobe Bryant. De toute façon, c'était à son pic quand j'ai commencé. Son influence, même hors basket, transpirait aussi dans ma vie de tous les jours, quoi. Juste la motivation qu'il avait. Après aussi, j'avais des joueurs sur ma position que je devais regarder, donc je regardais plutôt Amar'e Stoudemire et des gars comme ça, quoi. Des gars dynamiques, Blake Griffin aussi beaucoup. Et j'ai essayé de mettre un peu de leur jeu dans mon jeu. Je pense qu'on peut retrouver un peu le côté garde de Kobe Bryant dans mon jeu et le côté athlétique de Stoudemire et Blake Griffin, quoi. Stud, j'ai vraiment étudié son game de fond en comble. Ah ouais. Bah écoute, bon, ma blessure, je pense qu'elle est facilement explicable. Après ma période aux États-Unis, je suis rentré en France me faire opérer des 2 hanches. Et après, il y a le Covid qui est arrivé. Donc pendant le Covid, ça a été difficile pour moi de garder une forme athlétique et essayer de me remettre sur pied normalement comme un athlète devrait le faire. J'ai dû le faire moi-même sans kiné, sans médecin en particulier, et essayer de faire avec mes propres connaissances. Au début, ça a fonctionné. Pour mon retour, ça s'est bien passé, où j'ai pu avoir 3 mois en Grèce où j'ai été plutôt pas mal. Rentrer en France au moment où j'ai aussi fait un bon passage. Après, j'ai signé à l'Estudiantes où on n'a pas forcément de joueurs athlétiques, or que Edwin et moi, au moment où je me fais signer. Donc vraiment sur un roster de 12 joueurs, on avait vraiment 2 joueurs athlétiques qui devaient combler un peu les trous en défense, etc. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai été surmené et ça a tout simplement lâché vu que je n'ai pas été vraiment préparé à cause du Covid et toutes ces choses-là, quoi. Donc cette blessure-là est arrivée, j'ai été un peu dégoûté mais pas surpris, quoi. Pas surpris de la blessure. Après, j'ai aussi joué un poste qui n'est pas le mien, poste 5, c'est pas un poste qui me fait rêver, quoi. C'est pas un truc que j'ai aimé faire, mais en ayant signé à l'Estudiantes sur un long terme, on a eu un petit défi entre nous, entre guillemets, entre les dirigeants et moi, en se disant qu'on allait faire une première saison en 2e division, jouer un poste qui ne me convient pas pour aider l'équipe, et finalement, ça s'est passé de cette manière-là, quoi, tu vois. Donc, c'est pas un regret spécialement, mais c'est quelque chose qui peut me porter préjudice pour le futur, tu vois, parce que essayer de faire des choses pour l'équipe ne sont pas forcément des choses qui sont bonnes pour moi, quoi, au final. Là, actuellement, on a les playoffs. Les playoffs, on a terminé les playoffs, on a fini le premier tour. On a fait 3-1 contre Valladolid. Donc là, on a les phases finales qui se jouent sur un match éliminatoire où on a la demi-finale et la finale qui vont se jouer à Girona. Donc si on arrive à gagner le titre, on va monter et mon contrat continue, tu vois. Mais si ça ne continue pas, c'est dans le seul cas où on n'arrive pas à faire l'objectif. Et là où peut-être on va devoir renégocier avec le club ou bien je vais me diriger vers autre chose.
Pour l'instant, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer. Moi, j'espère que mon équipe va réussir à accomplir l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison et faire tout dans notre possible pour pouvoir gagner, quoi. Ah, moi, si je continue dans le club, déjà dans tous les cas, quand j'avais signé, j'avais accepté de faire la première année en poste 5, comme j'avais dit, mais dans tous les cas, ce n'était pas le plan que je continue à jouer 5 sur le long terme parce que c'est vraiment pas ma position. Donc l'année prochaine, s'il y a continuation, ça sera dans un championnat qui me correspond plus, je pense, première division, où on peut laisser parler l'athlétisme un peu plus facilement et me laisser un peu plus de liberté offensive parce que il faut des joueurs athlétiques qui jouent, quoi. Donc là, je pourrais être dans ma position de base et ça pourrait être un schéma idéal pour moi pour revenir dans la compétition, quoi. Donc j'espère vraiment qu'on va faire l'objectif, remplir toutes les choses et arriver bien pour la saison 2022-2023 en ACB, quoi. Je connais quelques équipes en Guadeloupe, pas forcément familier, j'ai pas forcément joué en Guadeloupe, mais j'ai fait pas mal de stages et durant mes années INSEP, j'avais des copains qui avaient joué ici, qui ont été formés ici, et puis la Guadeloupe ça m'est assez familier, donc oui, j'entends des clubs, je connais des clubs. Ah non, pas vraiment, je pourrais pas dire d'équipe favorite, je veux pas blesser des joueurs qui nous regardent aujourd'hui et dire ah ouais, il a pas dit non mon équipe, non je peux pas. Non, quand j'étais à Cholet, justement, on avait joué contre le DO en espoir. J'avais pas eu la chance de jouer parce que j'étais avec l'équipe pro, enfin pas eu la chance. Je sais pas si c'était pas vraiment la chance, mais c'était mon équipe contre l'équipe de l'EDO. On avait gagné le match pour faire les phases finales justement de la Coupe de France. Mais ouais, ça aurait pu être un bon petit moment, un bon petit souvenir de ma carrière de jouer contre une équipe guadeloupéenne en France, quoi. Bon écoute, moi j'ai ma famille qui habite ici. Du coup, j'ai grandi à Paris et j'ai été élevé à Paris. Mais une fois que je suis rentré dans le cursus du basket où j'étais en centre de formation, où je ne pouvais pas forcément rentrer à la maison tous les jours, ma mère a décidé de revenir en Guadeloupe. Du coup, là, ma soeur a grandi ici, elle est à l'école ici. Mes tantes, ma grand-mère et toutes les personnes que je connais vraiment depuis petit, ils sont là, quoi. Donc, pour voir la famille, je suis obligé de venir en Guadeloupe. Je viens souvent, assez souvent quand même. J'essaie de venir à peu près toutes les années, même si c'est compliqué avec le sport. Il faut se préparer, il y a des fois où il faut faire des workouts l'été. J'essaie de venir 2 semaines, comme là c'est juste 2 semaines où j'ai un petit temps pour venir me ressourcer. Ça fait toujours du bien aussi de pouvoir venir manger local parce que c'est pas tous les pays qui savent faire à manger comme ce que j'ai eu en grandissant, tu vois. Bah écoute, le MVP de Pro B, j'ai été formé avec lui à l'INSEP. Donc ouais, je pense que tous les grands Guadeloupéens qui jouent actuellement au basket à un niveau professionnel, je les ai rencontrés à un moment ou un autre sur le terrain ou à l'extérieur. Par exemple, Michael Gelabal, mes premières rentrées en pro contre Le Mans, à l'époque où il jouait au Mans, bah, je les ai fait contre lui. Les premières statistiques que j'ai pu faire en professionnel, il était là, ou bien le match contre Nancy où je mets, je crois, une dizaine de points en une dizaine de minutes. C'était contre Jonathan Jeanne, son équipe à l'époque où il jouait là-bas. Donc quand je joue contre des gens qui viennent du même endroit que moi, il y a une petite extra motivation, tu vois. L'MVP de Pro B, c'est Stéphane Gombo pour ceux qui ne savent pas. Obligé de notifier quand même, j'avais pas dit son prénom, tu vois. Donc ouais, il a fait une vraie saison. Une vraie saison. Avec Nancy aussi d'ailleurs. Bah, ce que j'aime en Guadeloupe, c'est la sociabilité, le fait aussi d'avoir ma famille proche de moi, le soleil, tout ça c'est des choses qui sont en moi, même si j'ai pas grandi ici, tu vois, c'est des choses qui sont naturelles pour moi. Quand je suis ici, je me sens à la maison, je me sens pas mieux ailleurs qu'en Guadeloupe. C'est la bouffe. C'est la bouffe. Quand je suis à Madrid, j'ai pas la même alimentation. Déjà, je dois me nourrir moi-même. Quand je suis ici, c'est maman qui me nourrit. Encore comme un grand bébé, tu vois, mais
Déjà juste de pouvoir rentrer, manger, faire le plein de vitamines avec les fruits qu'on a qui tombent des arbres, c'est incroyable. À Madrid, j'ai pas la même facilité de me nourrir. Par exemple, ici, tu as une petite roulotte, boum, il y a des bokits qui se vendent ou une petite grillade, du poulet grillé qui se vendent. Tu peux trouver des choses accessibles très facilement. Si tu as faim, tu peux vraiment manger avec très peu et le repas est excellent. C'est pas comme dans les pays européens où tu dois payer une blinde pour avoir un repas qui passe, quoi. Avant les matchs, ouais, c'est sûr qu'il y a une routine. Je suis assez spirituel, donc ma routine, j'ai forcément une routine d'échauffement, d'entraînement, etc. Après, je prends mon petit temps pour méditer, penser à visualiser le match, essayer de voir ce que je peux faire pour aider mon équipe au mieux, comment je peux rentrer dans le collectif, comment je peux faire plaisir à mes coéquipiers, comment je peux faire plaisir à mon coach et comment je peux faire plaisir à moi-même tout simplement. Essayer de voir dans ma tête les actions les plus spectaculaires que je pourrais réaliser dans le match, que ce soit un cross, un 3 points, ça dépend du mood après la sieste, tu vois, parce que avant les matchs, ça dépend à quelle heure. Là, cette année, on a beaucoup joué à midi et demi, c'était un peu compliqué de faire les siestes, mais tu vois, quand tu te réveilles, tu sens déjà un peu ce que tu peux faire pendant le match. Donc, ouais, je visualise peut-être un 3 points, je visualise peut-être un dunk sur quelqu'un et ouais, beaucoup de visualisation, beaucoup de concentration, de respiration et essayer de me mettre bien quoi, dans mon élément, quoi. Je pense que c'est important hein, de visualiser quand tu ne peux pas voir ce que tu veux faire. Je ne pense pas que tu puisses le faire du premier coup, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on s'entraîne 1000 fois sur le même move. Comme ça, tu le vois bien, 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 bien et après, tu peux le faire en match, tu vois. Et je pense se visualiser assis, ça a aussi le même effet que de le faire sur le terrain. Se visualiser assis, tu ne gaspilles pas forcément d'énergie. Donc avant le match ou avant l'entraînement, c'est bien aussi de prendre un petit moment où tu t'assieds et tu te dis, bon ben, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire et c'est ce que je vais essayer de faire au mieux et de le faire tout simplement. Ah ouais, moi je suis beaucoup dans la musique. Actuellement, c'est mon échappatoire à toute chose. Tu vois, quand tu joues un sport professionnel, il y a beaucoup de stress, malgré qu'on peut croire que c'est assez facile de faire ce qu'on aime tous les jours. Il y a des fois où ça commence à devenir un peu compliqué, où tu as la pression, par exemple, des fans ou par exemple du club ou peu importe. Même la pression de la famille, des fois, ça peut être important, où tu peux faire un match qui déçoit, par exemple un cousin ou je sais pas, une bêtise comme ça, tu vois. Je pense qu'en tant que professionnel, il faut une autre attache que ton sport en lui-même. Donc moi, je choisis la musique parce que j'ai toujours été dans ça, avec la famille, où j'ai une famille qui est particulièrement axée sur ça, où j'ai un oncle qui produit et qui rappe, ma mère qui joue du piano, j'ai ma soeur qui a des aptitudes aussi dans la musique, tu vois. Donc je pense que ça a été un truc facile pour moi de trouver quoi, la musique. Après aussi le fashion, bien sûr. Fashion, bien habillé, c'est important aussi pour garder une bonne image et essayer de renvoyer un max de bonnes ondes aux personnes qui nous regardent, quoi. Parce que quand tu es grand comme ça, les gens ils te regardent beaucoup et ils font attention à chaque détail, quoi. Alors là, moi, depuis quelques années, je suis assez mécontent de voir des résultats de Golden State, même si ils sont mérités, parce qu'ils sont souvent en finale, c'est pas par hasard, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs surcotés dans l'équipe. Je vais en viser un en particulier, mais je ne vais pas dire son nom. Je pense qu'il est facile à deviner, tu vois. Mais ouais, même si j'ai des anciens coéquipiers dans le roster de Golden State, moi je suis plutôt favori pour Boston. Je pense qu'avec Jaylen Brown et Tatum, un bon combo sur le poste 3 qui peut faire chier, parce que justement, à Golden State, ça peut être un peu léger sur le poste 3, même si Andrew Wiggins et Otto Porter, ils sont assez bons, ils sont des joueurs plus que moyens, on va dire. Je pense que ça peut être short pour eux cette année, quoi. Et j'ai pas envie de les voir gagner aussi, je vais pas te mentir. J'ai envie que ça change. Boston, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Tatum, c'est un joueur aussi de cette génération que je regarde. J'aime bien son jeu, tu vois. Je peux me dire, tiens, c'est un gars à peu près la même taille, à peu près la même corpulence. Je peux me dire, tiens, je pourrais trouver des petits moves que je pourrais piquer de son jeu, tu vois. Donc,
c'est intéressant. Jaylen Brown, un joueur pareil, athlétique. Moi, j'aime bien regarder Boston, quoi, vraiment. Vraiment, vraiment. Mon coach aussi de G-League, il est assistant là-bas aussi à Boston. Mon coach de ma première année de G-League à Capital City. Il coach actuellement les finales. Avec ce qui s'est passé avec les Lakers, avec Brooklyn, la blessure de Ben Simmons, tout ça, ça a faussé tous les pronostics, tu vois. Donc même Harden qui a été trade en milieu de saison, qui doit s'adapter avec Embiid, essayer de trouver un style de jeu, tout ça c'est compliqué hein. Quand tu rentres dans un nouveau roster, il faut t'adapter, il faut essayer de comprendre ce que veulent tes coéquipiers, tout ça. Et là, il y a beaucoup de joueurs majeurs qui ont été bougés pendant la saison. Et ouais, c'est compliqué. Hein. John Wall, il n'a pas joué avec les Rockets. Je pense que s'il avait joué, ils auraient pu avoir un meilleur bilan. Et ouais, Golden State, tu ne les vois pas, mais à l'Ouest, il n'y a pas vraiment d'équipe qui aurait pu faire mieux que Golden State. Tu vois, les Lakers, ils étaient nuls. Les Rockets, ils étaient nuls. Après, il y avait quoi? Il y avait qui? Portland. Portland, ils sont pas plus forts que les Warriors. Tu vois, les Clippers, ils étaient blessés toute la saison. Donc pour moi, cette saison-là, c'est comme la saison dans le bubble, en fait. C'est la même chose. Pour moi, ce n'est pas une saison qui est vraiment significative de la vraie NBA avec tout le monde en forme, quoi. Cette année, c'est chaud. Après, il y a beaucoup de matchs, hein. Moi, je trouve que le format est quand même assez lourd. Et depuis le Covid, il y a du mal à se réadapter, tout ça. Les joueurs, ils ne savent pas trop comment. Boum, un jour tu joues, un jour tu ne peux pas jouer. Tu te prépares. Après, il y a aussi des entraînements entre ces matchs-là et c'est compliqué de ouf. Et mine de rien, le style de la ligue a beaucoup changé, tu vois. C'est beaucoup comme ça, up and down, up and down. Et jouer à fond up and down comme ça, tu es plus prédisposé à te blesser. Avant, dans les années 2000, quand tu avais des joueurs comme Shaq, c'était facile de dire tiens, on court, boum, passe la balle au poste et c'est fini. Il va peut-être poser un dribble, renverser la balle et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de post-up, c'est boum, ça court, transition, pique, repartir, Curry qui prend 2 staggers et qui va tirer, tu vois, c'est fatigant. Il y a des joueurs qui doivent chasser Curry à chaque fois, courir, éviter tous les écrans. Prendre un écran, c'est un coup. Prendre 2 écrans, c'est un deuxième coup. Mais quand tu en prends 4-5 par match, à la fin de saison, tu as pris combien de coups, tu vois, c'est compliqué. Et le style de jeu des Warriors ne me correspond pas juste par rapport à ça, en fait. Dans une situation où tu mets tout en place pour des shooters et ça joue que autour des écrans, je trouve pas ça un beau basket. Pour moi, c'est pas du beau basket. À Golden State, je ne sais pas qui peut poster actuellement. Et même quand Wiseman va revenir, je ne sais pas s'il sera mis dans des situations où il aura la balle au post-up. Je pense qu'il sera plutôt mis dans les situations où il y aura des pick and roll ou des transitions de pick and roll. Tu vas venir faire l'écran, boum, alley-oop. Ça va peut-être se passer comme ça, tu vois. Mais pour moi, le jeu des Warriors, il n'est vraiment pas significatif du jeu NBA. Peut-être que ça a changé les choses et ça a rendu confus les coachs. Et ils n'ont pas su s'adapter à ce style de jeu-là à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, c'est facile de se dire, tiens, Curry, tu le coupes à fond. Tu essaies de ne pas te faire attraper dans l'écran. Et quand tu es attrapé dans l'écran, ben, tu changes, tu vois. Et là, si le mec ne reçoit pas la balle, il ne peut pas tirer et il ne peut pas scorer, tu vois. Et là, ce qui se passe avec Clay, c'est qu'il revient de tendon d'Achille. C'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Et là, il a fait quoi? Il a mis 26 points sur les 3 matchs. C'est compliqué pour lui, alors que sur la finale de conférence, il a été incroyable. Et je pense qu'il peut péter un plomb à tout moment. Mais c'est compliqué de jouer que sur des 3 points ou avoir un seul joueur qui essaie de donner de la physicalité. Je pense à Draymond Green, tu vois, qui ramène des coups et qui essaie de tout faire pour ces gars-là, tu vois. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un beau jeu de basket. Le jeu de basket, c'est l'alternance entre un drive, un dunk, un kick-out pour un 3 points dans le corner, tu vois, des situations où tu peux jouer avec le ballon dans les mains, essayer de faire un cross, boum, passe, tu vois. Essayer de jouer rapidement. Et je pense que les Celtics, déjà, ils le font mieux. Avec Jaylen Brown et... T'as des gardes qui sont pas spécialement élite, tu vois, mais c'est des gars qui savent jouer au basket, passer le ballon, tu vois, et il y a de l'activité, il y a du mouvement, il y a des coupes, il y a des 3 points, il y a des dunks, il y a de tout, tu vois. Donc quand ils n'arrivent pas à faire un truc, ils n'arrivent pas à marquer à 3 points, ils peuvent aller à l'intérieur, tu vois, par exemple. Tandis que quand eux, ils n'arrivent pas à marquer à 3 points, Golden State, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Le jour où Draymond Green se fait transférer des Warriors, les Warriors,
pourront plus exister selon moi parce que c'est un energizer. Pour moi, c'est un des joueurs, c'est le joueur fort des Warriors. C'est lui qui fait tout pour Curry, c'est lui qui fait tout pour libérer ses shooters, c'est lui qui forme les jeunes comme Jordan Poole, c'est lui qui donne la liberté à tout le monde, tu vois. C'est lui qui rassemble tout le monde, c'est lui qui crie quand il faut crier, c'est lui qui encourage quand il faut encourager. C'est lui qui tape quand il faut taper aussi. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te fais casser la gueule et que tu n'as pas de réaction, si Draymond Green n'est pas là pour réagir ou avoir la faute technique tu vois, qui rend tout le monde énervé et chaud, bah, je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses qui puissent ramener les Warriors au top, quoi. Ah, c'était ma première saison professionnelle en Pro B avec Charleville. C'était contre Nancy encore. J'arrive, je crois, l'une des premières actions du match. Déjà, je jouais 4, donc plus facile pour moi de me mettre dans une situation de poster. Donc, je me démarque, boum, je passe, un dribble, deux dribbles, gros tombe à main gauche. Et ça a lancé mon match, quoi. J'étais chaud. Après ça, contrôle antidopage. Bien sûr, le gars, c'était 4 mètres, donc c'est normal. Mais ce dunk-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était l'un des premiers gros posters que j'ai mis dans ma carrière professionnelle. Et ça m'a procuré un bien fou, tu vois, de me dire, tiens, je peux quand même le faire en pro. Et j'avais une mauvaise saison avec Charleville qui avait eu une mauvaise saison en général parce que le club avait une mauvaise situation financière, etc. Tu vois, donc c'était une bonne satisfaction de faire ça contre une équipe qui était première en plus à ce moment-là, je crois. Bah, j'ai pas vraiment de conseil à part déjà essayer de se projeter. Je veux dire, tiens, dans 2 ans, je serai là, dans 4 ans, je serai ici. Et il n'y a pas de choix, quoi. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, si je joue au basket, je voudrais être professionnel dans un premier temps, c'est ce que je me suis dit. Après, j'ai eu un parcours où je n'ai pas forcément joué dans mes années jeunes. J'ai commencé à jouer à mes 18 ans quand je suis parti à Cholet. Et c'est là vraiment j'ai réalisé que je pouvais aller en NBA. Donc je m'étais dit à partir de ce moment-là, à mes 18 ans, à 21 ans, il faut que je sois en NBA, tu vois. Je me suis fixé cet objectif-là et j'ai tout fait pour essayer d'atteindre mon objectif. J'ai pas pu malheureusement, mais avant d'atteindre la NBA, j'ai fait ma draft G-League où j'ai pu faire une année avant d'être éligible à la NBA, tu vois. Donc j'ai joué en G-League avant même d'avoir fait la draft NBA. Et je pense que ça m'a donné beaucoup de hype et surtout ça a permis aux gens de me connaître et tu vois, j'ai atteint l'objectif que je voulais. Et je pense que si j'avais eu des bonnes hanches, aujourd'hui j'aurais été un joueur NBA et je pense que j'aurais pas eu mon tendon d'Achille froissé actuellement ou tu vois, des situations comme ça, tu vois. Mais avec des si, on peut faire beaucoup de choses, mais je pense que la première saison où j'ai eu en G-League, j'étais vraiment solide avec 9 points, 9 points de moyenne. Tu vois, pour un gars qui est en pré-draft, qui joue déjà dans un championnat professionnel, l'antichambre de la NBA, qui plus est, tu vois. Il y a des gars qui l'ont fait aujourd'hui avec la team Ignite, qui font des stats comme les miennes et qui sont draftés lottery pick, tu vois. Donc, moi, je pense que j'ai toujours mon shot à jouer pour essayer de toucher la grande ligue, mais il faut d'abord que je sois en forme et essayer de me mettre bien physiquement, tu vois. Donc, là, en ce moment, je suis focus sur ça, mais je pense que d'ici quelques années, peut-être avoir une chance encore dans la grande ligue, quoi.